tout le monde a profité de cette pause pour se détendre, pour reprendre des forces, parce qu'il y a une deuxième partie qui nous attend, qui est encore très, très intéressante. Et pour cette partie, j'invite donc un sociologue et urbaniste de me rejoindre. C'est le professeur Rechel, qui vient de Stuttgart. Donc, il est directeur du bureau d'études à Stuttgart. Il conseille la ville de Stuttgart, les communes. Donc, il fait partie du comité consultatif de la ville de Stuttgart et il est professeur de l'université technique de Stuttgart. Professeur Rechel, je me réjouis de vous accueillir ici. Bienvenue. Le thème de son intervention va être la ville diffuse et les opportunités et les risques pour la ville diffuse dans le cadre du changement climatique. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction gentils. Alors, Madame Brockstedt m'a fait part de deux choses. Tout d'abord, elle m'a dit d'apporter un pull, parce qu'apparemment, il ferait très très froid dans cette salle, et que cette salle ne serait pas chauffée. Mais je peux vous dire que je n'ai pas besoin de pull. Et la deuxième chose, elle m'a conseillé vivement de respecter le temps de discours qui m'était imparti, c'est-à-dire 15 minutes. Je vais essayer de le faire. Et je vais commencer tout de suite. Je vais entrer dans le vif du sujet, non pas parce que j'ai prévu, mais je vais peut-être sauter quelques slides et essayer de vous raconter en 15 minutes ce qui est vraiment important pour moi. Alors, quand on pense à une ville, on a également des images en tête. Donc, je vous ai apporté quelques images d'une structure urbaine et d'un village. Alors, quand je parle de ville ou de village, chacun voit en son fort intérieur une image. Il voit des caractéristiques d'une ville ou d'un village. Mais ce n'est pas un concept d'urbanisme ou quelque chose qu'on peut définir en se basant sur le nombre d'habitants. Non, il y a aussi un côté émotionnel. Et je voudrais vous donner un exemple. Alors, quand on est avec des amis et on parle de grandes villes, donc quand on parle de New York, par exemple, il n'y a que deux catégories. Je ne sais pas si c'est également le cas avec vos proches et vos amis, mais il y a ceux qui adorent la ville de New York et les autres la refusent, la rejettent complètement. Mais il n'y a pas de discussion rationnelle. Alors, notre image de la ville est donc marquée par nos émotions, par notre ressenti. Mais les termes de ville et de village ou de bourg sont définis et interprétés de façon différente et à des niveaux différents. Donc, il y a des dimensions spatiales, politiques, sociales, économiques et culturelles. Max Weber a donc caractérisé dans ses textes la ville historique occidentale de la façon suivante. Donc, il y a un marché, une place de marché qui constitue donc le centre économique. Ensuite, il y a l'église qui constitue le centre religieux. Ensuite, la mairie. Max Weber parle d'autonomie et d'autocéphalie, donc pour la législation, etc. Et ensuite, tout ce qui est fortification, donc qui est une forme de protection. Et à l'époque, il fallait donc différencier la ville et la campagne. Donc, lorsque j'avais passé les portes de la ville, j'étais vraiment à la campagne. Alors qu'aujourd'hui, quand je quitte une ville, il m'arrive donc je n'arrive pas, après la ville historique, il n'y a pas forcément le paysage qui est libre, mais je dois traverser des zones industrielles, des zones d'activité avec des stations d'essence et seulement après, j'entre dans un paysage plus ouvert. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette ville diffuse?
Alors, quand on regarde cette ville diffuse, on constate qu'il y a différents termes qui sont utilisés par les scientifiques pour décrire la croissance de la ville, donc au-delà de la ville historique. Un grand nombre de ces termes sont des termes de relation, donc comme le centre et la périphérie, comme la ville et l'agglomération, donc qui sont liés à une image de la ville, du centre-ville qui souffre. Ensuite, il y a le terme de la ville diffuse, ou le nouveau terme de la région périurbaine, donc qui montre que quelque chose de nouveau est émergé et qu'il faut utiliser de nouvelles méthodes. Donc, on parle de ville diffuse et moi, j'utilise aussi l'idée de la ville diffuse, parce que pour moi, en général, il n'y a pas de définition exacte de la ville diffuse. Il n'y a pas non plus de données empiriques qu'on pourrait utiliser dans le cadre d'une théorie scientifique. Non, il faut passer par une description. Donc, le terme de ville diffuse a été inventé par Thomas Sivets et donc il voulait une tentative de décrire les qualités, la diversité des espaces suburbains, urbanisés, et donc décrire cela avec une perspective nouvelle et objective. Donc, selon lui, il s'agit donc d'une forme urbanisée, donc hybride, nouvelle, dynamique et flexible, son nom. Et au début des années 90, il y a Kremer et Bedoni qui ont parlé donc de la dissolution inéluctable de la ville, de la région. Et Frege a parlé donc de la périphérie qui se trouve partout. Voilà, donc une ville est donc omniprésente. Donc cela veut dire que le phénomène de la ville diffuse n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme un phénomène singulier, mais qui serait limité à certaines régions ou certains territoires, mais c'est une caractéristique générale du développement urbain. Thomas Sivets l'a bien décrit. Donc c'est une ville entre les vieux centres historiques et le paysage ouvert, entre le lieu comme espace de vie et les non-lieux de dépassement de l'espace. Donc on peut dire que la ville diffuse. Donc l'entre-ville est marquée par l'industrie, par des zones résidentielles, par des infrastructures de transport et des espaces ruraux avec les petites entreprises, des surfaces proches de la nature. Et une caractéristique est également une structure nodale et une densité de population réduite. Et quand on regarde ici l'agglomération de Stuttgart, j'aimerais vous montrer donc ce phénomène de ville diffuse. Donc, l'augmentation de la population est donc liée à une croissance qui va au-delà des centres historiques. Et la population ne se répartit pas de façon uniforme dans un territoire, mais cela est dominé par des ressources, les emplois, et la richesse économique. Lorsqu'il n'y a plus ces ressources-là, la population baisse et on parle ensuite de friche. Donc il y a des grandes innovations et nous le vivons aussi cette année et ces années qu'il y a donc des espaces qui doivent être convertis et cela pose donc un problème majeur. Si vous regardez donc à gauche le graphique, c'est donc le land du Bade-Württemberg. Donc en 1871, il y avait 3 millions d'habitants dans cette région qui sera plus tard la région du Bade-Württemberg, donc qui existe depuis 1950. Maintenant, quand vous regardez les différentes époques, alors dans les années 80 et au début des années 2000 et 2010, vous constatez que cette croissance a eu lieu
dans certaines régions, dans certains territoires. Donc vers le Rhin, vers le lac de Constance, donc du côté suisse. Ensuite, la partie sud du Rhin supérieur avec la ville de Fribourg. Après, la partie centrale avec les villes de Karlsruhe, Baden-Baden, les Landkreis Rastatt. Ensuite, la région du Rhin-Neckar avec la ville de Mannheim et la région métropolitaine, donc la partie de la Rhénanie-Palatinat et avec Ludwigshafen-Mannheim. Et donc aussi l'agglomération de Stuttgart. Et ce dernier exemple montre quelques éléments qui caractérisent la ville du Fies. Donc 10% de la région incombe à l'agglomération de Stuttgart. 25% des habitants y habitent. La densité de la population est donc répartie sur toute la région et elle s'élève à 760 habitants. Maintenant, il y a 1,6 million d'habitants et le produit intérieur brut donc de cette région, donc la force économique de cette agglomération s'élève à 145 milliards d'euros, c'est-à-dire 30% du Land du Bade-Württemberg est donc généré ici. Alors ces 145 milliards est un peu plus. Et pour donner d'autres repères, cela est plus que le PIB de la Hongrie dans son ensemble. Donc vous le voyez, c'est une région qui est vraiment très dynamique, c'est très intéressant. Et il y a une structure qui s'est créée. Donc là, il y a deux remarques à faire. Donc en gris, vous le voyez, des parties où il y a des bâtiments résidentiels, des éléments d'infrastructure, et les traits jaunes montrent en fait la ville diffuse. Et vous avez donc les règles d'urbanisation qui s'appliquent ici. On voit que cette histoire est toujours liée à l'histoire industrielle. Prenons par exemple la force de l'eau qui est utilisée. Donc il y a une forte densité par endroit. Donc c'est le long du Neckar, le long de la Rems, Fields, etc. Donc ce sont des rivières qui ont été exploitées économiquement. Et là, donc l'industrie a été localisée, s'est installée, et c'est ce qui a fait aussi qu'il y avait une forte concentration de personnes. Ensuite, ce qui correspond au trait jaune correspond à l'image de la ville diffuse. Et je fais référence à la photo que je viens de vous montrer là au début. Là, vous voyez donc l'agglomération qui vous donne un bel exemple de la ville diffuse. Donc c'est une utilisation mixte donc, entre l'industrie et l'habitat, entre les activités et le culturel. Donc tout cet ensemble forme la ville diffuse. Mais le terme de la ville diffuse vient de la sociologie urbaine et n'a jamais été utilisé dans la planification et dans l'urbanisme. Et lorsque je me suis préparée avec cette présentation, j'ai parlé au directeur de la Verbandsregion de Stuttgart et je lui ai dit que j'allais faire une intervention sur le sujet de la ville diffuse et s'il avait des commentaires à faire. Et il a juste haussé les épaules en me disant « Est-ce que ça existe réellement, la ville diffuse ?» Et la question se pose maintenant de savoir quelle est la qualité d'une ville diffuse. Voilà pourquoi j'utilise aussi le terme d'une construction. Donc c'est plutôt une question de perception par les urbanistes. Mais ce n'est pas une notion qui est liée à l'action politique. Je vais encore y revenir. Donc l'atlas climatique de la région de Stuttgart a été élaboré. Donc on voit que la densité démographique baisse, que le nombre de jours de canicule augmente. Je vais sauter tout cela. Mais lorsqu'on parle de la ville diffuse qui a un potentiel énorme,
parce qu'il y a des surfaces vertes ici. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une ville diffuse qui vit l'époque du changement climatique et l'époque de l'adaptation climatique? Le climat atlas de la région de Stuttgart m'a permis de prendre le graphique que vous voyez ici, et le constat est plutôt pessimiste. Donc, si on ne réagit pas, le nombre de jours de calcul va augmenter également dans la ville diffuse. D'ici la fin du siècle, il y aura plus de 35 jours de canicule. Donc, nous avons des étés très tôt, comme l'été 2018, qui a été particulièrement chaud, et nous savons ce que cela signifie. Alors, la Neue Zürcher Zeitung qui transforme tout en chiffres, et elle pourrait aussi calculer le nombre de morts que cela a entraîné. Donc, cela a été fait pour l'été de la canicule en 2018. Donc, c'est quelque chose qui est effrayant, quelque chose qui fait peur. Donc, il est urgent d'agir malgré une part plus importante d'espaces verts et la proximité des espaces naturels autour et dans la ville diffuse. Donc là, on voit ce qui caractérise la ville diffuse. Et vous le voyez jusque dans la partie sud-est. Donc c'est la Schwäbische Alb, les Alpes Souabes. Donc là, les conditions vont rester supportables. Mais en ce qui concerne les régions métropolitaines, les conditions seront extrêmes. Quels sont les instruments donc, de l'urbanisation et de l'intervention au niveau de l'urbanisme? Il y a les instruments classiques de l'aménagement régional. Donc, tout d'abord, définir des corridors verts et des césures vertes. Donc, ce sont les aménagements de l'espace qui vont se pencher sur ces aspects. Mais l'atlas climatique pour la région de Stuttgart date de 2008. Et tout à l'heure, lors de la discussion avec le ministre, je me suis rendu compte que nous n'avons pas un déficit de résultats et de constats, mais qu'il nous faut des analyses différenciées. Donc, nous avons un déficit au niveau de la réalisation, de la mise en œuvre. Donc maintenant, quand on regarde la période transitoire, tous les partis politiques ont adopté un certain discours politique, une certaine sémantique. Donc, on est bien sûr en faveur de la protection du climat. Donc, on a conscience du réchauffement climatique. Les accords de Paris nous exhortent à aller plus loin. Donc, au niveau de la rhétorique, tout est bon. Mais j'ai l'impression que l'exécution politique peine à suivre. Bon, je ne veux pas rouspéter contre les hommes politiques. En fin de compte, les hommes politiques vivent cette tension. D'un côté, il y a les constats, les résultats scientifiques, et d'autre part, ils constatent que la prise de conscience dans la population n'est pas encore assez développée. C'est peut-être aussi un point qu'on pourra discuter tout à l'heure. Vous pouvez suivre ensuite les autres aspects, par exemple au niveau communal. Donc je vais sauter tous ces slides et je passe maintenant à ma conclusion. Alors, ce sont des éléments que j'aimerais apporter dans la discussion tout à l'heure. Tout d'abord, il faut une prise de conscience globale. Donc, le changement climatique et les conséquences, donc les canicules, les nuits tropiques, les fortes précipitations, doivent faire l'objet d'une approche globale. Alors, je suis membre de l'Ordre des architectes du Land de Bade-Württemberg. Lorsque je regarde les formations qui sont proposées, je voit que c'est un drame. Le changement climatique n'est pas du tout thématisé. Et lorsqu'on en parle, c'est juste un problème technique. Alors, que devons-nous faire? Quels sont les leviers que nous devons actionner? Ce qu'ont dit les deux collègues avant la pause, donc c'est une question de prise de conscience. Il faut développer cette conscience. Et il faut commencer chez nous, dans nos métiers.
Ensuite, il y a un deuxième aspect. Et je me suis vraiment donc limitée à l'ordre des architectes du Bade-Württemberg. J'ai bien vu que l'ordre des architectes de la Sarre a co-organisé cet événement. Donc, je ne me permets pas de critiquer vos programmes de formation. Le programme est certainement très différent du nôtre. Deuxième volet, le schéma directeur d'urbanisme. Donc, le schéma directeur de l'urbanisme part trop souvent de la structure bâtie, mais il faut trouver une autre ressource, c'est-à-dire ils doivent se baser sur les infrastructures bleues et vertes et ils doivent se baser sur les espaces naturels dont nous disposons et ensuite construire la ville et évaluer les possibilités d'évaluation. Le troisième volet, nous avons besoin d'équipes interdisciplinaires. C'est une approche très, très importante. J'assiste des fois à des réunions d'une certaine importance et je n'ai jamais vu qu'il y avait des biologistes ou des météorologues assistent à ce type de réunion. Et pourtant, ce serait nécessaire pour pouvoir évaluer les plans d'urbanisme pour certains quartiers. Donc, ils ne font pas partie des décideurs. Et maintenant, on voit tout doucement que des paysagistes et des architectes paysagistes sont intégrés, mais cela ne se fait pas de façon systématique et ce n'est pas encore très, très vieux. Ensuite, il faut des structures fiables, l'aménagement régional et tous les instruments de l'aménagement régional doivent être renforcés. Alors, quel que soit l'objet de notre considération, la ville diffuse ou la ville traditionnelle, le changement climatique ne se limite pas à certaines communes, mais il faut une approche plus globale au niveau spatial. Voilà pourquoi il faut donc tenir compte de l'aménagement régional et il faut la renforcer. Je le vois d'un œil un peu critique en ce qui concerne l'agglomération de Stuttgart, parce que les responsables de Stuttgart ne souhaitent pas donner plus de compétences à l'agglomération de Stuttgart, parce que si déjà au niveau le Regionalverband a beaucoup de pouvoir, qu'est-ce qui reste au pouvoir central, donc le gouvernement régional. Mais il faut quand même renforcer l'aménagement régional. Et un cinquième levier, un cinquième volet, alors les leviers pour les espaces urbains. Donc ce sont des aspects qui ont été abordés aujourd'hui et ces derniers jours. Donc une meilleure ventilation, beaucoup plus d'ombre, il faut des bâtiments qui reflètent la chaleur, il faut plus d'évapotranspiration par les plantes et l'eau, moins d'imperméabilisation des toits et des façades végétalisées qui deviennent la norme, planter des arbres et concevoir les espaces verts comme des espaces de rétention, mais pas seulement comme des espaces de rétention. Donc la ville diffuse ne doit pas être utilisée pour dire toutes les surfaces perméabilisées, voilà, on les a ici dans la ville, mais on prend la ville diffuse pour en faire un espace de rétention. Non, les paysagistes, les aménageurs doivent poursuivre de nouvelles approches et poursuivre aussi le beau et l'esthétique. Parfois, on parle aussi d'une ville diffuse de la façon suivante. Donc, lorsque vous traversez une ville diffuse, lorsque vous regardez l'environnement, vous avez juste une chose qui vous vient en tête. Ah, ce n'est pas très beau ici, ce serait beau si c'était plus beau. Voilà, donc il faut penser à la qualité esthétique de cette zone. Il ne faut pas uniquement prendre en compte les aspects hydrologiques ou d'autres éléments en disant, voilà, cette surface n'est pas bâtie, donc ce sera une surface de rétention. Donc la ville éponge. Il faut définir une densité par quartier et il faut des espaces publics climatisés. Ce n'est pas nouveau, mais j'ai juste énuméré ces différents aspects. Et pour terminer, donc,
ma thèse centrale, la ville diffuse est moins densément construite et perméabilisée. Donc, elle dispose donc de ressources vertes. Mais si rien n'est fait, le changement climatique affectera aussi pleinement la ville diffuse. Donc, il est donc nécessaire d'élaborer des stratégies régionales d'adaptation au climat pour la ville, la campagne et la ville diffuse. Donc voilà, j'étais très rapide et je vous prie de m'excuser pour ma voix. Je suis un peu enrhumée, mais j'espère que vous avez quand même pu suivre mon intervention. Je voulais donc vous montrer ce qui se cache derrière cette notion abstraite de la ville diffuse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Reschel. Je vous prie de poser vos questions si vous en avez ou s'il y a des questions qui ont été communiquées par le web. Moi, je pourrais vous écouter pendant des journées entières et en tant qu'urbaniste, je suis vraiment ravie de vous écouter et j'ai une question. Est-ce qu'on parle de ville et ville diffuse en tant que dichotomie ou est-ce qu'on parle de ville polycentrique? Est-ce que ça, c'est la prochaine étape? Les images que nous avons nous permettent de différencier entre deux aspects. Nous avons des images de la ville traditionnelle. C'est l'exemple de New York, par exemple. Nous avons tous une idée personnelle, un concept personnel qui a été façonné par le passé. C'est ce que j'ai bien aimé lors de votre présentation. Vous n'avez pas utilisé des chiffres abstraits, vous avez essayé de véhiculer des images positives. Et ça, c'est la perception qui joue un rôle important. Et cette perception est liée à des racines de chaque personne. Moi, je suis une personne qui vient d'une petite ville. J'ai étudié à Stuttgart, j'ai étudié à Munich, mais je suis restée dans ma mentalité attachée à ma petite ville. Et quand j'étais à Munich pour étudier, tous mes amis n'étaient pas des Munichois de souche. C'était des personnes qui venaient également de petites villes des alentours et qui étaient socialisées de la même façon, qui avaient les mêmes lunettes pour percevoir l'environnement. Et le deuxième niveau que vous venez d'évoquer, c'est le niveau de la science et de la tentative de donner un nom, une étiquette à cette croissance et excroissance des villes pour pouvoir structurer et organiser ce phénomène. Nous parlons de la périphérie, nous parlons de l'espace autour, nous parlons de l'urbanisation, nous parlons du continuum entre la ville et la campagne, nous parlons de Edge City, nous parlons de ville diffuse, où le terme le plus nouveau, c'est la terminologie du territoire périurbain. J'aimerais bien vous dire une chose. Ma mère, qui a atteint l'âge canonique de 93 ans, et qui est une personne tout à fait sensée ou normale, ne peut rien s'imaginer quand elle entend cette terminologie. Alors, si nous essayons de faire comprendre à la population ce qui nous attend, il faut travailler avec des images positives, comme l'a fait mon collègue Marc Verdier. Je pense que nous vivons déjà dans des régions périurbaines. Nous parlons du développement des villes et du changement climatique, mais un des grands défis est également la transformation des centres urbains. Qu'est-ce qui va y arriver? Les centres urbains ne sont plus des centres proprement dit. Ils ne sont plus la place de marché, le centre économique dans le sens de Max Weber, comme je viens de l'expliquer. La place de marché était la place où on s'approvisionnait. Ce n'est plus le cas. Ça, c'est la transformation et le Covid a accéléré cette transformation. Donc,
Ça, c'est ce que je voulais encore souligner. Moi, je suis indignée. Je suis de l'opinion qu'il s'agit d'un développement désastreux. Nous parlons du changement climatique et en même temps, les gens n'arrêtent pas de commander par Internet des marchandises qui sont livrées individuellement par des camions. Et si on ne les veut pas, on les renvoie, on ne paye rien et on crée des flux de transport extraordinaires. Mais de faire comprendre l'inouï de cette attitude est très difficile. Et Monsieur le ministre, je ne vous envie pas de jouer le communicateur envers la population, mais nous vivons dans un espace régional. Alors, le ministre adressé, c'est le ministre Harald Joost, le ministre de Reinhold Joost, le ministre de l'Environnement de la Sarre, que j'invite à me rejoindre ici sur la scène. Monsieur Rechel, on va se revoir lors de la discussion. Monsieur Joost va nous parler de la relation entre les villes et les campagnes. Ça, c'était toujours un facteur critique ici dans la Sarre, où il y avait un antagonisme entre villes et campagnes, mais il faut peut-être aussi atteindre une certaine harmonisation. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue aussi au nom du gouvernement de la Sarre. La bienvenue à un des lieux les plus passionnants de la planète. On m'a déjà communiqué que vous êtes assez enthousiaste de vous trouver ici et ce lieu est lié aussi à ma propre biographie. Moi, j'ai fait une étude de serrurier, j'étais travailleur dans l'acierie et j'ai encore vécu la production de l'acier en début des années 80. J'allais à l'école ici et je suis rentrée dans l'école avec un col de chemise blanche et après, je suis rentrée à la maison avec un col gris. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Ça a changé parce que on a essayé de lutter contre des pollutions. On a dû lutter contre les pollutions et je suis très heureux de vous parler des relations ville-campagne ici dans la région de la Sarre. Mon domaine de responsabilité ce sont les villages. Ça, c'est là où les gens vivent, où les gens se sentent chez soi. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans la mentalité des gens. Depuis 27 ans, je m'engage en tant que maire sur une base volontaire dans mon petit village avec 4200 habitants. Et voilà pourquoi, pour moi, c'est une problématique réelle. Je suis heureux d'être ici et de vous parler des relations entre les villes et les campagnes dans la région la plus petite de l'Allemagne. Et j'aimerais bien vous présenter notre vision tout en la comparant à la grande région autour. Ça, la Sarre est un land très particulier au centre de l'Europe avec une relation entre les villes et les campagnes qui a marqué notre région. Nous avons 380 habitants par kilomètre carré, mais en même temps, la Sarre est la région la plus petite de l'Allemagne avec 1 million d'habitants. Mais il y a plus de 300 villages et 17 villes. Presque la moitié de la population vit dans un espace rural. Et c'est une région qui est toujours marquée par l'industrie de l'acier. Et depuis des décennies, nous sommes confrontés à une transition structurelle qui n'est pas juste liée à l'abandon de l'extraction du charbon. Et cette spécificité a aussi marqué des biographies. Mon grand-père a passé toute sa vie, depuis 1902, dans le village où j'occupe le poste de maire. Il a atteint l'âge de 93 ans et il a eu 5 nationalités différentes. Pas parce qu'il a plus aimé vivre à droite ou
ou à gauche, mais parce qu'il a vécu des guerres et il a vécu ces idéologies politiques avec l'ennemité héréditaire entre l'Allemagne et la France. Et il a eu comme devise « plus jamais souffrir de faim ». Et après, moi, j'ai grandi dans cette abondance de la deuxième moitié du XXe siècle. Et ça, c'est... Et nous nous sommes réunis à l'Europe. Et nous sommes très fiers de vivre dans cette Europe aujourd'hui. Mesdames et messieurs, un quart des employés travaillent encore dans l'industrie. Dans la Sarre, 3/4 travaillent dans le secteur du service. L'agriculture n'emploie juste 1,5% de la population. Elle est très importante pour l'entretien des paysages. Il y a un fort taux d'agriculture biologique. Nulle part ailleurs, il y a plus d'agriculture biologique que dans la Sarre. Mais en même temps, 40% de la surface de la Sarre sont couverts de forêts. C'est un type de forêt qui est... ce sont des forêts de feuillus, 75% de feuillus. Et nous avons pu augmenter la production de bois parce que c'est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique. Et nous en sommes fiers. Nous ne voulons pas rester là. Nous voulons continuer à évoluer. À côté de l'agroforesterie et l'extraction du bois, nous essayons de travailler selon des principes biologiques et durables. Ceci donne une image assez hétérogène. D'un côté, il y a de l'agriculture, de l'agroforesterie, et de l'autre côté, il y a une industrie et un secteur de services relativement actifs. Donc, il faudrait repenser la relation entre les villes et campagnes. Il faudrait penser à comment valoriser ces différents espaces de façon conjointe et prendre les responsabilités pour aujourd'hui et demain. Et le titre de la stratégie, on essaye d'impliquer les citoyens dans les processus participatifs, de les impliquer de façon durable, parce que si nous voulons réaliser une transition écologique, il faut avoir une approche globale. Il faut tenir compte des... Ceci génère des coûts, mais ce sont des coûts qui auront leur rendement à moyen terme. La protection du climat est une des grandes priorités dans mon ministère. De l'autre côté, nous observons également les effets sur la biodiversité. Nous parlons de la biodiversité en ce qui concerne la relation entre les villes et les campagnes, et aussi nous parlons de l'adaptation à l'ère du changement climatique. Pour ce faire, nous parlons du nouveau schéma de développement pour la région qui est en phase de concertation et qui joue un rôle important pour le développement des nouveaux quartiers et des espaces d'habitat. Les objectifs phares, c'est une réduction de l'artificialisation des sols, tout en garantissant un développement durable. Ça, on essaye également de désartificialiser les sols au lieu de consommer encore plus d'espace. Ainsi, nous essayons nous concerter aussi avec le ministère de l'Intérieur. On essaye de permettre à des petits villages des projets de développement quand le besoin est prouvé. Vous connaissez peut-être le programme Notre village a un avenir, où on essaye d'inciter des petits villages de lancer des projets. Et j'aimerais bien le démontrer par le village de Erfweiler qui ont gagné le prix fédéral l'année passée et un autre village qui a gagné le prix cette année. Alors, ces deux villages ont utilisé tous les réserves de terrain construisibles et aussi des vacants.
Et après, je ne peux pas leur dire c'est bien beau d'avoir essayé d'exploiter tout ce qui est possible pour votre village et maintenant on va vous interdire de construire. Ça, c'est une contradiction en soi. Et là, il faut faire preuve d'une certaine doigté. D'un côté, on veut utiliser des surfaces, mais il faut faire attention quand on traite des prairies ou de la forêt à proximité du village. Et assez souvent, des personnes vivent en bordure et y construisent, mais dès qu'on veut continuer, on est confronté à une réaction négative parce que les gens s'opposent à d'autres projets à côté de chez eux. Ils profitent d'une situation et ensuite, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre en profite. Et ça, c'est un conflit relativement difficile. Et là, nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, ont un rôle clé à faire. Et ça, c'est de façon volontaire que nous nous sommes mis dans cette position. Et nous devons façonner les plans d'aménagement. Il faut essayer de réaliser des projets d'arrondissement sans consommer trop d'espace. Il faut augmenter la biodiversité, il faut essayer de protéger aussi des espaces. Nous devons passer à la déconstruction et nous devons protéger l'infrastructure critique. Plus que 2 tiers des communes dans la Sarre s'occupent déjà de cette thématique et ils reçoivent des subventions de mon ministère. Par exemple, la protection contre les crues en cas de forte précipitation, c'est une thématique dont nous nous occupons avec une action spécifique. Beaucoup de communes ont participé. Ils ont séparé aussi le traitement des eaux usées et des traitements des eaux de pluie. On essaye également de faire bénéficier la population. Nous avons un programme de subvention aussi pour des particuliers qui veulent désimperméabiliser les sols et qui veulent jouer leur part active pour la protection du climat. Ensuite, nous avons un certain nombre de programmes pour la revitalisation des centres-villes et ça, c'est un aspect que j'aimerais bien approfondir tout à l'heure. La mobilité est également un point très important parce que nous devons créer des réseaux dans la surface pour avoir une évolution équilibrée entre les villes et les campagnes. Il faut également améliorer les réseaux des transports publics pour qu'ils restent abordables. Chez moi, il y a encore une dernière ligne ferroviaire entre Trèves et Sarrebruck. Et ce train circule à toutes les heures et il y a toujours des listes de signataires extraordinaires. On veut garder notre petit train et tous ces gens qui demandent que ce train soit maintenu se trouvent dans les embouteillages sur l'autoroute à tous les matins pour se rendre au travail au lieu de monter dans ce train. Donc, c'est important d'améliorer le réseau des transports publics, mais il faut aussi le rendre abordable. Il faudra améliorer son attractivité par plus de trains. Et, en ce moment, c'est le ministre pour l'économie, travail et transport qui développe un nouveau système de mobilité qui permet une plus forte flexibilité et d'atteignabilité. Il y a un autre pilier dans ce programme, ça c'est l'élargissement du réseau de vélos. Comme nous avons de courtes distances, ça serait vraiment le moyen idéal pour inciter les gens à faire plus pour la protection du climat. Et l'attractivité est importante pour inciter les gens. Nous avons également besoin de concepts de numérisation. Ça c'est ainsi, nous avons également utilisé ce potentiel dans l'espace rural. Des exemples positifs, c'est le télétravail et le travail à domicile. Nous avons vu au cours des derniers 18 mois tout ce qui était possible et ce qui ne semblait pas être possible il y a encore quelques années.
télétravail et les infrastructures sont des concepts de l'avenir. Nous voulons créer des espaces de coopération. Il y a la télémédecine qui est importante et qui pourrait peut-être donner de nouvelles impulsions des espaces ruraux. Un autre point, ce sont les Smart Villages. À St. Wendelsheim, il y a déjà un projet qui est cofinancé par des subventions fédérales où on essaye de permettre la vie et de combiner la vie et le travail dans les espaces ruraux. Et ceci génère également une tendance plutôt positive qui augmente l'attractivité des espaces ruraux. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent quitter des villes, qui veulent retourner à la campagne et qui veulent ranimer la campagne, et ceci donne un certain espoir pour l'avenir. Mais il y a aussi des différences dans l'espace rural. Alors, il y a des villages qui se développent très bien, mais il y a aussi des villages qui ont des faiblesses infrastructures, qui doivent combattre les vacances, les pertes d'infrastructures, le développement démographique. Les soins posent également un problème. Donc, la numérisation seule ne peut pas nous aider. Il faut une stratégie globale qui soit adaptée à la mobilité, à la numérisation, à une infrastructure moderne. Donc, pour répondre à tous les besoins, pour que les espaces ruraux soient vraiment viables et attrayants. Donc, mon ministère cofinance donc avec les moyens de l'Union européenne et avec d'autres fonds ce développement rural. Et chaque village est donc pris en compte en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Donc, il n'y a pas une catégorie ou un traitement pour tous, mais il faut regarder au cas par cas parce que chaque village est différent. Alors, il faut des infrastructures adaptées au caractère rural et une construction durable. Donc, nous avons une structure de financement qui permet à chaque village et à chaque ville donc, de composer ces subventions. Donc, il y a différents modules. Il y a d'abord les infrastructures. Ensuite, il y a le développement régional avec LEADER, donc le programme LEADER. Donc, nous ne disons pas à Saarbrück ce qui est bien pour les gens sur place, mais ce sont les gens sur place qui nous disent ce qu'ils souhaitent et ce qui est pertinent pour eux. Et ensuite, il y a des projets pour les volontaires et les citoyens. C'est une agence qui nous permet de soutenir des petits projets, mais qui sont très importants. Après, il se pose la question des communes qui manquent d'argent. Et on les trouve très souvent dans la région de la Sarre par rapport aux autres lenders. Donc, il est important de financer des projets porteurs d'avenir. Et souvent, les fonds traditionnels ne suffisent pas. Les communes ne sont pas en mesure de les financer. Mais là aussi, nous sommes prévoyants avec une coopération de financement. Alors, et le ministère de la Sarre a donc augmenter les moyens pour atteindre 90%, donc 90% sur tout sauf sur l'alimentation animale. C'est en fait un slogan un peu rigolo pour montrer qu'il y a des choses à faire et que avec différents bords politiques, il y a des solutions qui peuvent être élaborées. Alors, et la dynamique qui s'est développée nous montre que nous avons raison. Il y a beaucoup de demandes et les populations dans l'espace rural sont prêts à s'investir pour rendre les ruralités vivantes. Donc il y a un grand potentiel. Et nous avons beaucoup d'associations aussi, plus de 480 projets dans les dernières années ont été financés avec 22 millions d'euros de subventions, avec un volume d'investissement total de 37 millions d'euros. Et donc, ce sont des succès. Et lors de la conférence des ministres de l'Agriculture, nous avons eu accès à un autre domaine porteur d'avenir. À partir de 2023, il y aura des moyens inouïs pour la Sarre. Près de 90 millions d'euros pour une durée de 5 ans. Pour la période d'avant, il y avait 40 millions pour 7 ans. Il y aura une répartition plus juste des moyens disponibles et la Sarre peut maintenant agir au même niveau que les autres lenders.
Alors, parmi tous ces aspects, j'aimerais souligner l'avantage de la situation géographique de la Sarre. Il n'y a pas d'espace périphérique. Donc, tout est accessible dans cette région. Et je ne vois pas de contradiction entre la ville et la campagne. Je vois juste des conceptions de vie différentes, des attentes différentes de nos populations. Donc tous les espaces doivent être développés pour répondre à ces attentes et à ces demandes. Nous souhaitons le faire grâce à des concepts de mobilité et de numérisation adaptés, grâce au développement de nos infrastructures. Et il y a aussi une urbanisation adaptée, la sylviculture, la biodiversité doit être développée dans l'espace rural pour faire avancer notre région et pour que la Sarre apporte sa contribution à la protection du climat. Notre objectif est de montrer que les espaces ruraux et les villes peuvent être porteurs d'avenir et il faut exploiter ce potentiel pour répondre à notre responsabilité. La Sarre n'est pas le land le plus important en Allemagne, mais parfois les grandes choses se développaient à un petit niveau. Par exemple, au niveau de la protection des eaux, des forêts, quand on parle des forces, donc nous avons beaucoup de potentiel, beaucoup ont été exploités. Il y a encore des potentiels qui dorment. Et je suis très heureux d'avoir obtenu beaucoup d'impulsions, beaucoup de nouvelles idées. Et je me réjouis aussi de la coopération avec les associations, avec les fédérations et des nombreux échanges à venir. Merci beaucoup. Herr Minister Joost, vielen Dank. Bienvenue. Bienvenue à cette table ronde. Donc, on va discuter de l'avenir de nos villes. Donc, je vais animer cette discussion avec Bertrand Chauvet, comme Jens vient de l'annoncer, qui aurait pensé il y a 2 ans que ce congrès se ferait sous forme semi-hybride et en grande partie en ligne et avec 3 pays. Et le résultat est vraiment surprenant. Maintenant se pose la question, alors nous avons appris beaucoup de choses au cours de ces 2 dernières années. Est-ce que cela apportera beaucoup de changements ou est-ce qu'on va revenir au point zéro donc, par rapport à l'époque d'avant? Et on se le demande. Donc, Boursorama, une banque en ligne française, a décidé de... Alors, est-ce que vous m'entendez? OK, merci. Non, la traduction arrive apparemment. Merci, on a des retours de la salle, disent les interprètes, donc la traduction fonctionne. Tu es sur Canal 2? Es funktioniert nicht. Funktioniert es jetzt? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Donc, OK. Alors, est-ce que je reprends? Alors, je reprends. Ça fonctionne. Alors, il y a 2 ans, on n'aurait pas pensé que ce congrès se ferait de façon semi-virtuelle dans 3 pays. Nous avons appris beaucoup de choses sont passées et c'est juste un exemple pour tout ce qui se passe au niveau de la société en général. La question qui se pose est de savoir est-ce qu'on revient au point zéro? Alors, je n'ai pas l'impression parce que quand je regarde que la banque en ligne Boursorama, donc en France, a décidé d'envoyer 90% de ses salariés au télétravail. Donc les gens ne vivent plus à Paris, ne travaillent plus à Paris, mais dans les régions, y compris la Corse. Et quand je regarde cela, je n'ai pas l'impression qu'on va revenir au point de départ. Mais qu'est-ce que cela signifie pour une ville comme Paris? Si les gens n'y habitent plus, n'y travaillent plus et ensuite n'y habitent plus. Et qu'est-ce que cela signifie aussi pour des villes qui vont souffrir de la chaleur, comme Sophie Leroy l'a dit, donc 55 degrés dans la vallée rhénane? Qu'est-ce que cela signifie pour les villes? Philippe Biwix l'a dit au début, le premier jour, il faut arrêter de construire dans les métropoles alors qu'il y a beaucoup de vacances dans les petites villes.
Alors, à Brandebourg, il y a beaucoup de logements qui sont vacants. Qu'est-ce que... Pour cette première série de questions, ce que nous aimerions faire, c'est interroger nos intervenants sur la possibilité d'action. Il y a quelques années, quand j'étais encore étudiant en urbanisme, un de mes professeurs avait coutume de dire à propos des politiques d'urbanisme et d'aménagement, ces événements nous dépassent largement, mais on va faire semblant d'en être les organisateurs. Donc la question qu'on voulait poser à nos intervenants aujourd'hui, c'est dans quelle mesure nous assistons à des tendances de long terme, à des tendances qui sont structurantes. Et puis la seconde question, c'est dans quelle mesure on peut encore intervenir aujourd'hui sur ces tendances de long terme. On a vu que le débat a déjà été lancé d'une certaine façon par M. Reichel. Donc on va peut-être lui laisser la parole en précisant la question, Katharina. Herr Reschel, Sie beraten die Stadt Stuttgart, wie Sie gerade... Monsieur Reichel, vous conseillez la ville de Stuttgart, nous l'avons vu. Stuttgart est une très grande ville, donc qui fait partie des villes diffuses, donc qui a eu un développement diffus le long des axes de transport. Est-ce que vous croyez que les développements dont on vient de parler ont une influence sur la forme de la ville à l'avenir? Ou pensez-vous que c'est juste un effet d'accompagnement, un épiphénomène? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous conseillez Stuttgart. Alors, ce que nous avons vécu ces 2 dernières années, est-ce que cela aura un impact sur la ville de Stuttgart et sur cette ville diffuse qui s'est formée autour de Stuttgart? Mikro bitte. Ob die nächsten 2 Jahre nun die letzten 2 Jahre da die entscheidende Entwicklung gebracht haben, das weiß ich nicht. Aber ich nehme schon wahr, dass es eine zunehmende Bewusstwerdung gibt. Also nicht nur jetzt bei der Politik, sondern auch in der Bevölkerung. Dass man sagt, also man kann... Entschuldigen Sie, Herr Reichel, wir haben noch ein... Pardon, oui. Donc, je constate que ces 2 dernières années ont eu un certain effet. Donc, il y a eu une prise de conscience croissante au niveau politique et dans la population. Donc, je vais rapprocher mon micro. Alors, j'espère que cela va continuer. Je ne sais pas si on peut parler des 2 dernières années ou si ce sont les discussions actuelles, mais j'espère que cela va mener à une prise de conscience dans la population. Et tout simplement parce que nous n'avons pas d'alternative. Je crois que l'une des intervenantes, donc c'est Madame Leroy qui a parlé des changements, Madame Roy, pardon, qui a parlé des changements climatiques. Elle a dit que chaque degré compte et nous nous trouvons vraiment dans cette situation-là. Chaque degré compte et nous devons rassembler nos forces et quelles que soient les priorités que sont fixées les hommes politiques. Donc il faut parvenir à dire nous avons un objectif commun que nous devons atteindre en commun. Et c'est vraiment l'opportunité de la politique. Et si ensuite nous sommes en mesure de répondre aux besoins de la population et de favoriser cette prise de conscience. Et ensuite, on pourra peut-être passer de cette étape intermédiaire donc, que je décris tout à l'heure. Donc tout le monde utilise des belles paroles, mais j'ai un ami qui m'a dit, voilà, je mange 1 ou 2 fois par semaine de la viande, ou un autre dit je ne prends plus l'avion. Mais tout cela, ce n'est pas suffisant pour vraiment provoquer de réels changements. Il faut des changements structurels et des décisions qui vont beaucoup plus loin au niveau politique. Et nous le voyons actuellement dans les discussions et les échanges politiques qui ont lieu actuellement en Allemagne, donc pour sortir de la production de l'énergie fossile en Allemagne. Donc ces changements structurels sont primordiaux pour atteindre les objectifs climatiques, donc ces objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Très bien. Alors, Monsieur Joost, je m'adresse à vous, Monsieur le ministre. On l'a entendu, il y a beaucoup de changements. Le ministre Vallon a parlé aussi des mesures importantes qu'il faut prendre pour atteindre la neutralité carbone. Il faut que la population suive. Est-ce que le rôle
de l'homme politique change. Donc il doit écouter, mais il doit aussi prendre des mesures, il doit motiver, il doit encourager. Est-ce que son rôle va évoluer pour avancer plus vite? Donc vous avez abordé de super projets, il y a des choses qui bougent déjà. Mais pour que cela se fasse à une plus grande échelle, que faut-il faire? Alors je pense ce qui sera important à l'avenir, quand je regarde le changement climatique et les impacts du changement climatique, c'est d'écouter, mais c'est aussi de prendre les décisions, décider et prendre des décisions. Alors je suis maire depuis 27 ans et on dit je sais vraiment ce qui se passe au niveau local et je vais donner un exemple tout simple. Donc, tout le monde dit qu'il faut sortir de l'énergie nucléaire. Donc, il faut abandonner le nucléaire, les énergies fossiles. Donc, il faut les énergies renouvelables, la biomasse, le soleil, l'éolien. Mais pas chez moi. Et c'est un peu compliqué. Mon grand-père aurait dit on ne peut pas tout avoir, la saucisse et le beurre. Donc, quand on opte pour les énergies renouvelables, eh bien, il faut penser aussi à la possibilité de les installer dans des régions où il y a moins d'infrastructures, où il y a moins de vent. Donc, il faut réfléchir à la possibilité d'installer des éoliennes. Et voilà. Après, se pose aussi la question si on va dans les forêts. Donc je mène ces discussions presque quotidiennement et je peux dire ce n'est pas toujours très réjouissant, mais c'est pour ça que je suis devenue en politique. Donc il faut savoir écouter, il faut savoir expliquer, mais aussi savoir prendre des décisions. Alors un autre exemple, nous avons réussi à avoir des investissements pour installer une usine de batteries dans la Sarre. Donc pour la mobilité, pour aller vers l'électromobilité, cela signifie que nous avons un site dans la Sarre et nous allons donc fabriquer des batteries. Donc le volume d'investissement est de 2 milliards d'euros. Il faut 80 hectares. Donc il y a des gens qui viennent avec leur véhicules électriques, mais qui se plaignaient quand même de la construction de cette usine. C'est un peu bizarre parce que cela ne va pas diminuer la dépendance. Si on dit on va construire cette usine ailleurs, peut-être en dehors de l'Europe, ce sont des décisions qu'il faut savoir expliquer. Et je vous ai donné un exemple. Des personnes qui, il y a 10-15 ans, ont construit une maison unifamiliale sur un grand terrain. Pour eux, c'était normal. Il y a 10-15 ans, ils étaient prêts à accepter l'artificialisation. Et maintenant, ils disent « mais les autres n'ont pas le droit ». Et même si on disait qu'on va faire des maisons mitoyennes qui artificialisent très peu et que c'est écologiquement compatible, les gens s'y opposent. Nous activons des surface dans l'espace rural. Ce n'était pas toujours facile parce que ça posait un problème avec les mentalités. 2015-2016, quand il y avait un certain nombre de réfugiés, ici dans la Sarre, les réfugiés ont considéré d'être attribués à l'espace rural, d'être condamnés à la pauvreté. Ils n'ont pas compris que ça, c'était une chance de se faire accepter. C'était plus élevé dans les espaces ruraux que dans les zones anonymisées des villes. En fin de compte, ça a fonctionné et maintenant, il faut travailler à ce changement de mentalité. Il faut aussi accuser des mensonges où les gens prétendent vouloir une chose, mais ne sont pas prêts à accepter ce qui va avec. Il faudrait également changer les stratégies de communication parce que il ne faut pas partir de la base que les gens croient tout ce que nous croyons. Les lieux que nous avons commencé à faire, on a eu l'impression dans votre présentation que l'évolution était aussi culturelle, c'est-à-dire qu'on n'était pas uniquement sur des logiques techniques ou technicistes, mais qu'il y avait aussi une évolution culturelle peut-être qui était en cours dans l'appréhension qu'on pouvait avoir de nos milieux urbains, milieux ruraux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être replacer cette évolution dans un contexte un peu long? Est-ce que cette évolution vers la campagne ou ce retour d'un certain nombre de citadins vers la campagne, est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avec la coronavirus ou est-ce que c'est quelque chose qui avait commencé avant? Voilà. Non, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui avait commencé avant. Il y a un livre en France qui s'appelle « La Renaissance rurale » qui date de 1990.
Si on regarde l'évolution de la population française, on voit qu'il y a eu un processus d'urbanisation, c'est-à-dire de concentration de la population dans l'espace, entre 1850, donc le début de la thermo-industrie, 1850-1968, il y a un phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire de concentration de la population dans l'espace. Entre 1968 et 1990, là, on observe qu'il y a de la rediffusion dans ce qui est dense et on a une poursuite de la concentration dans ce qui est peu dense. Donc, on peut dire qu'on a un processus de périurbanisation. Mais depuis 1990, si on regarde la relation population-territoire à une échelle fine, on voit qu'il n'y a plus aucun phénomène de concentration de la population française dans l'espace. On a même des phénomènes de rediffusion. 1990, c'est la bascule, ça correspond aussi à l'entrée dans l'ère du numérique. Donc on pourrait dire que dans l'ère paysanne, son expression géographique majeure, c'est la campagne. Qu'est-ce que la campagne? C'est une nature aménagée par l'homme, au départ pour des raisons agricoles. Donc ensuite, l'ère de la modernité, c'est l'ère de la ville motorisée. Alors, je ne parle pas des centres-villes, places du marché, qui, eux, sont nés en même temps que la campagne à la révolution néolithique. Donc, l'ère de la modernité, c'est l'ère de la ville mécanisée, de la ville diffuse, de la ville périphérique, peut-on dire également. Mais on voit qu'à partir des années 90, on a des phénomènes de type anti-moderne, c'est-à-dire que les gens qui viennent à la campagne, ce n'est pas du périurbain. Ils viennent parce qu'ils veulent habiter à la campagne. Et ça ne fait que s'amplifier. Donc, on pourrait dire que, enfin, pour moi en tant que géographe, le Covid n'est qu'un révélateur médiatique, mais la tendance de fond, elle existe déjà depuis une trentaine d'années. Marc Verdier, sur cette dimension culturelle, on l'a vu dans votre présentation, il y a de votre point de vue un gros enjeu en termes de narration, de capacité à proposer une histoire aux habitants des villes et des villages que vous pouvez conseiller. Comment percevez-vous cette dimension culturelle? Comment percevez-vous cette narration aujourd'hui? Je ne sais pas si je vais répondre directement à Prenez votre question. Temps, faites des détours, pas de souci. Je voudrais saisir des propos qui ont été faits par mes voisins à droite. J'ai tendance à penser qu'on est dans l'urgence absolue. Donc il faut prendre des décisions qui ne sont pas vraiment des décisions faciles à prendre pour des élus, pour des gouvernements. En France, on a quand même une expérience qui s'est menée, c'est la Convention citoyenne. On a retenu 150 citoyens au hasard. On les a acculturés à tous les sujets qui sont les sujets de la transformation en route. Et on leur a proposé de faire, à un moment donné, justement des propositions que le Parlement devait entériner. Il y a des propositions très lourdes, alors qui vont parler aux Allemands et aux Français, puisque c'était, par exemple, sur l'industrie de l'automobile, en disant... Ça ne suffira pas de passer toutes les voitures en système électrique. C'est un leurre absolu. La réalité, c'est qu'il faut moins de voitures. Alors on comprend bien des pays comme les nôtres, que là on met en jeu des choses qui sont extrêmement lourdes au niveau social, au niveau économique, etc. Mais c'est une réalité. Et donc la Convention citoyenne proposait de taxer les véhicules à partir d'un certain tonnage, etc., qui a été explosé, puisque je crois que le seuil, c'est 1,8 tonne, c'est-à-dire que globalement, on continue à vendre des voitures de 1,8 tonne pour transporter 70 kg de vivants. C'est-à-dire du ridicule absolu. Je pense sincèrement que c'est ces situations-là qu'il va falloir changer. Et donc ça reprend ce que, Monsieur le Ministre, vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment on travaille avec les habitants. Et ça montre que quand on met des citoyens en situation de responsabilité, ils sont aussi capables de prendre des décisions extrêmement lourdes. Ça veut dire quand même que les décideurs aujourd'hui doivent prendre des décisions qui ne sont pas faciles, encore une fois, et qui peuvent être assez bousculantes. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois aussi, par exemple, que ce que vous nous avez présenté sur la ville diffuse, c'est un enjeu absolument essentiel. Les cœurs de ville, globalement, îlots de chaleur, on va désimperméabiliser, on va replanter, globalement, on sait à peu près faire. Les territoires ruraux, c'est ce que j'ai présenté. Il me semble qu'on doit les emmener vers des situations de plus grande autonomie territoriale. Moi, je crois que quand vous avez 1,5% d'agriculteurs dans la Sarre, moi, j'ai tendance à penser, parce qu'en France, on ne doit pas être très loin de cela aussi, hein, peut-être un peu plus, et encore, ça dépend des régions. Dans le Grand Est, on est territoire un peu plus ruraux.
Mais moi, je crois qu'une agriculture décarbonée va créer des emplois. Il y aura besoin de bras. Et aujourd'hui, on voit bien la permaculture, le bio. Vous dites que vous êtes un des landes les plus avancés en bio. Et ben, je pense que c'est aussi plus de bras pour une production plus responsable. Donc moi, j'ai tendance à penser que les emplois vont se déplacer sur la ruralité. Pour moi, le vrai levier maintenant sur lequel il faut agir, il va falloir mettre des moyens, parce qu'on est dans des métiers maintenant systématiquement de la transformation et de l'adaptation, c'est effectivement la ville diffuse. Moi, je pense que cette ville diffuse, cette ville, ce périurbain, c'est un potentiel absolument incroyable. Et j'étais très content de votre présentation parce que je suis convaincu de cela. Il y a des gens, il y a des territoires qui ont des infrastructures, il y a du bâti. Tout ça, ce n'est pas adapté à demain, mais tout ça, c'est là. Il y a du paysage, il y a des poches d'agriculture, de biodiversité, il y a voilà, tout un tas de situations qui ne sont pas finies. C'est de la ville adolescente, c'est de la ville qui a 30 ans, 20 ans, 40 ans, c'est-à-dire rien du tout à l'échelle de l'aménagement du territoire. Et je pense que c'est des potentiels incroyables. Et je crois que c'est dans ces espaces-là, et qui en plus sont les lieux de la connexion entre la ville et ces territoires ruraux, c'est-à-dire ces espaces de lisière, ces espaces de passage. Et quand on fait, il y avait quelqu'un de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité, la lisière, c'est les espaces les plus riches en matière de biodiversité. Ben, je pense qu'en matière d'urbanisme, c'est pareil, c'est sans doute des territoires les plus riches. Donc moi, je pense ça, c'est levier principal, c'est effectivement le périurbain avec tous les potentiels qu'il recèle. De la décision qui peut être un peu compliquée. Nous, on avait un ministre de l'Environnement qui disait en France, pas d'écologie punitive. Ben, je suis désolé, à un moment donné, ça va être bousculant. Sinon, on ne tiendra pas les délais de l'urgence. Et ce qui va nous tomber dessus, c'est des situations beaucoup plus violentes que ça. Voilà. Du coup, je vais profiter du fait que Jens Schlanke parle parfaitement français, donc nous comprend, pour lui demander en tant que praticien, finalement sur cette ville diffuse, sur cette Zwischenstadt, dont on parlerait de périurbain en France, qui avait plutôt mauvaise réputation jusqu'ici. C'est quelque chose qu'on ne valorisait pas beaucoup. En tant que praticien, c'est en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, comment vous voyez les possibilités d'intervention justement sur cette Zwischenstadt ? En tant qu'urbaniste et architecte, je pense que ces étapes sont trop petites. Quand je regarde tout ce que vous avez dit, surtout Marc Levier, le nombre de voitures avec un moteur à combustible qui doivent être remplacées par des voitures électriques pour sauver la planète ne fonctionne pas. Je le vois ici à Saarbrück. Et nous avons des embouteillages quotidiens et aucune évolution technologique peut résoudre les problèmes climatiques avec les voitures qui ne circulent pas assez. Si on arrive à se débarrasser de cette masse de voitures, nous créons un potentiel qui pourrait mener à un urbanisme durable. À mon avis, ce sont les leviers qu'il faudrait actionner le plus vite. Il faudrait réunir plusieurs leviers, la mobilité, l'urbanisme et aussi le droit fondamental, le droit foncier. Il faudrait changer le système de taxation. C'est plus facile de louer un espace en tant que parking. On peut gagner de la vie et il n'y a aucune nécessité, aucune incitation pour le propriétaire de développer ce terrain. Et ça, c'est un potentiel caché que nous devons exploiter pour faire avancer ce développement. Mais qu'est-ce que tu en penses en tant qu'architecte? Nous avons vu ce que les hommes politiques pensent de ça. Mais toi, en tant qu'architecte, quel projet as-tu en tête? En principe, je dépends du potentiel qu'on m'offre pour mon développement. Je peux parler avec des maîtres d'ouvrage, je peux les conseiller dans le sens du ministre et je peux dire, OK, il faut d'abord aménager à l'intérieur du cercle urbain. Pourquoi faut-il avoir un petit pavillon à l'extérieur? Peut-on pas utiliser un bâtiment existant? Est-ce que nous pouvons travailler avec des matériaux qu'on réemploie? Est-ce que nous
pouvons nous approvisionner à niveau local. Ensuite, il faudrait discuter du volume. Est-ce que nous avons besoin de maisons pavillonnaires de 250 ou 300 mètres carrés? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il suffit de vivre sur 100 ou 120 mètres carrés pour économiser aussi des émissions? Ça, c'est peut-être l'approche que j'adopterai dans mon premier conseil quand je parle avec un maître d'ouvrage potentiel. Quelques questions dans la salle, peut-être, si on a... Gibt's Fragen im Saal oder auf Chat? Sie sich kurz vorstellen, ja, bitte? Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Reinhard Schneeweiß, bin Architekt in Saarbrücken mit dem Büro Schneeweiß Architekten. Bin auch als Energieberater für die Verbraucherzentrale des Saarlands tätig. Je suis également conseiller énergétique et ça fait quelques années que j'essaye de réduire la consommation énergétique et j'ai beaucoup de contacts avec des clients. J'ai quelques remarques à faire, surtout en ce qui concerne l'intervention de M. Joost. Pour citer professeur Reichel, je peux dire que la rhétorique est bonne, mais j'ai quelques questions par rapport au contenu. Vous avez dit que les habitants ne veulent plus utiliser les transports publics parce que le rythme n'est pas assez accéléré. Mais peut-être une anecdote d'une autre région où on avait la même problématique. Il y avait un bus qui circulait à toutes les 30 minutes et qui était à moitié plein. Ensuite, la commune a dit, OK, s'il est à moitié plein à toutes les demi-heures, on va le faire circuler à toutes les heures et il sera rempli. En résultat, il y avait juste encore un quart des sièges dans le bus qui étaient occupés et après, on a abandonné. Nous avons un problème d'acceptabilité pour les transports publics parce qu'il n'y en a pas assez et ça ne sert à rien de parler avec les gens quand on ne peut pas leur offrir un certain confort. Les gens réclament un certain confort. Je vis dans la ville, j'utilise le vélo et nous avons dans la ville quand même des bus urbains qui circulent à toutes les demi-heures et ça, c'est pas intéressant pour les gens. Si je veux inciter les gens à changer leurs habitudes de mobilité, je dois générer une certaine offre et je ne dois pas forcer les gens à rester 20-25 minutes à côté d'un arrêt de bus à attendre l'arrivée du bus parce qu'il vient de partir. Donc, nous avons le problème de la disponibilité des moyens de transport et après, nous avons le prix. Et le prix et les transports publics sont très, très coûteux. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre ici dans la société. Nous devons remplacer la voiture. Et la voiture peut être remplacée uniquement par les transports publics. La même chose va pour la relation ville-campagne. J'ai de la famille à Schmelz, au cœur de la Sarre. Il y a 4 personnes qui travaillent et ils ont 4 voitures parce qu'il n'y a pas de possibilité d'atteindre le lieu de travail autrement qu'en voiture. Et Monsieur le ministre, les transports publics sont un point très important à développer ici dans la Sarre. J'aurai encore 2-3 autres points. Jens l'a mentionné quand il a parlé de l'approche pratiquée. À mon avis, votre approche n'est pas assez radicale. Vous avez dit que chaque village est différent, mais dans la Sarre, nous avons une problématique très différente. Nous avons une perte démographique nette ici dans la Sarre. Nous allons perdre 100 000, 140 000 personnes. Ça, c'est une estimation plutôt optimiste. Je pense qu'il y aura des villages où personne n'habitera. Et quand je réfléchis à une transition écologique pour la Sarre, je dois également réfléchir à un changement de structure et je dois me poser la question à savoir est-ce que c'est possible de maintenir en vie tous les villages qui existent actuellement ou ne faudrait-il pas
dans le contexte d'une transition écologique, d'abandonner l'habitat humain dans certaines zones. Ça, c'est une approche plutôt radicale. Et j'ai encore un dernier point de mon activité de conseiller énergétique. Ici, dans la Sarre, nous avons une population vieillissante. Et ces gens-là, en général, sont propriétaires d'un bâtiment. Lors de mon activité de conseiller énergétique, je reçois un public qui est de la tranche d'âge entre 60 et 70 ans et je peux fournir un conseil, pas de problème. La réponse est toujours la même et c'est compréhensible. Et ils disent que les investissements qui sont nécessaires pour mettre à jour les maisons des années 50 et des années 60 sont trop importantes. Et après, les gens se posent la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi? Après, je demande combien de temps voulez-vous vivre, mais à la fin, ils déduisent tout seuls que ça, c'est un investissement qui ne vaut pas la peine. Et de l'autre côté, nous constatons qu'il y a énormément d'appartements, de maisons où une seule personne vit sur une surface de 100 et 200 mètres carrés. Et là, nous avons un problème structurel qu'on ne peut pas résoudre avec des projets comme notre village doit être embelli. Nous avons besoin d'approches plus radicaux, plus intenses que juste d'embellir la surface. Est-ce que vous voulez répondre? Oui, très brièvement. Alors, je voulais juste dire que nous sommes allés beaucoup plus loin. Donc, le nom du concours n'est plus « Notre village doit être le plus beau », mais « Notre village a un avenir ». Donc, le tableau que vous avez dressé correspond aux années 80. Donc, à l'époque, il y avait des concours avec le nombre de pots de fleurs et les décorations fleuries. C'est ce qui a fait qu'un village a remporté le concours. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres critères qui comptent. Quelles sont les activités? Quel est le taux de vacances? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour y remédier? Et qu'est-ce qui est fait pour redynamiser un village? Et vous avez tout à fait raison. Quand on parle du bâti et quand on parle des défis qu'on doit relever dans les années à venir, il faut non seulement réfléchir aux bâtiments publics et aux financements qui sont possibles. Donc, nous le faisons. Et il faut aussi penser aux logements privés. Donc, il y a différents programmes de financement pour les rendre accessibles, etc. Et maintenant, notre portefeuille de subventions, de financement va être modifié pour que non seulement les structures publiques soient modifiées, mais il faut aussi se pencher sur des anciens corps de ferme, sur des bâtiments classés, etc. Et pour les financer et pour les soutenir financièrement. Mais il faut aller beaucoup plus loin et mon collègue, M. Stanke, l'a déjà dit. Et je pense aussi à M. Reschel qui a dit qu'il y a un taux de vacances, mais on n'arrive pas à le faire diminuer. Chez moi, dans mon village, au cours des 2 dernières décennies, j'avais un taux de vacances donc, de 100 à 150 à 200 logements. Maintenant, nous avons encore 40 à 50 logements qui sont vacants. Mais les propriétaires de ces logements ne veulent pas les vendre. Ils disent bah, « c'est pour mon petit-fils ». Mais le problème, c'est qu'ils n'ont même pas d'enfants. Et voilà. Le problème maintenant est de savoir comment réagir, comment actionner le levier pour qu'ils réagissent, pour qu'ils disent voilà, je vais vendre le terrain pour qu'il soit construit. Et je ne voudrais pas abandonner de village. Aucun village ne doit être abandonné parce que je suis convaincue que tous les villages ont un avenir. Et ça s'est vérifié. Heureusement, les chiffres sont beaucoup moins graves, beaucoup moins tristes que ce qui a été prognostiqué, notamment parce qu'il y a eu des gens qui sont venus de l'extérieur. Et je pense que cette tendance va se poursuivre. En ce qui concerne les transports en public, oui, c'est un
un défi. En ce qui concerne Schmelz, nous sommes en train de réactiver d'anciennes lignes ferroviaires ou des lignes de bus pour éviter justement que les gens prennent la voiture, mais se déplacent en bus ou en train. Nous y travaillons, mais je suis très reconnaissant d'avoir ces remarques. Constance, en fait, il y a des thématiques que vous connaissez très bien du 54. Comment vous trouvez des solutions dans le 54 pour ces questions-là? Et puis Valérie Jousson voudrait réagir sur la question du zonage qui a été abordée tout à l'heure. Pardon? Ok, vas-y. Donc dans la foulée. Marc, allez-y. Oui, dans ce cas-là. Non, mais alors je rebondis sur ce que Monsieur le ministre vient de dire à l'instant, parce que je pense que le sujet est assez stratégique aussi, globalement sur le Grand Est et dans le 54, sur la question des petites lignes ferroviaires, par exemple. On voit bien comment la France a mis le paquet sur les TGV pendant des décennies, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, et comment, depuis 3-4 ans, les discours sont en train de changer, et les investissements, que ce soit au niveau de l'État ou des régions, où on se dit, mais les petites lignes ont un avenir, de nouveau. Et donc, comment on réinitialise cette question des petites lignes? La SNCF, chez nous, travaille justement sur des machines légères, des systèmes qui sont capables de répondre de façon beaucoup moins chère à des questions de déplacement local. Et donc, ça va exactement dans le sens de ce que vous faites. Moi je crois qu'on est dans des vases communicants, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas investir lourdement sur les transports en commun si en même temps on ne ferme pas le robinet du transport individuel. C'est pour ça que moi je ne crois pas, encore une fois, à l'idée qu'on va sauver le monde en inventant la voiture électrique et en disant on remplace toutes les voitures à énergie fossile par des voitures électriques. Je pense que ça c'est un lobbying extrêmement réussi des constructeurs automobiles, quelle que soit leur nationalité. Ils ont tout gagné parce qu'en plus chez nous en France, l'État finance et donne des sous à des gens qui achètent des voitures électriques. C'est-à-dire qu'avec mes impôts, on paye des gens qui achètent une bagnole électrique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut, à un moment donné, la voiture électrique, c'est une solution si c'est une voiture partagée. C'est-à-dire si l'industrie vend de l'usage et non plus de la propriété. On voit bien d'ailleurs dans le foncier les problèmes de propriété qui viennent d'être évoqués à l'instant, la rétention. Et donc, je pense que l'idée, c'est de revenir vers du collectif, à la fois du transport collectif, à la fois du transport individuel reformaté avec du partage et du commun, c'est-à-dire qu'il faut réinitialiser tout le système. Mais sur le foncier, c'est pareil. Je suis assez convaincu que... Alors moi, je pensais que c'était typique à la France, et je vois qu'en Allemagne, les questions se posent de la même façon, sur les problèmes de rétention foncière, de problèmes de vacances, etc. Parce que je me dis, en France, on a une révolution française qui a posé la propriété privée sur le haut du piédestal du système juridique et de la pensée, et qui fait qu'aujourd'hui, on est verrouillé. Et effectivement, sur la transformation du périurbain ou sur ces problèmes de vacances, le problème de la propriété est là. Encore une fois, j'y vais fort parce que c'est une table ronde et puis on est entre nous, donc je peux y aller. Moi, je pense que si on est un peu sérieux, sur les enjeux qui s'offrent à nous aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique, à ses effets, il va falloir donner un coup de pied dans la fourmilière de la propriété privée. Alors ça, c'est impossible à dire, c'est iconoclaste. Enfin, en même temps, moi je crois qu'on est dans une révolution territoriale, on est dans une révolution de société, on est dans un système qu'il va falloir bousculer, sinon on ne s'en sortira pas. Et moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir poser la question du retour vers le commun et du collectif qui va permettre, dans tous les niveaux qu'on vient d'évoquer, la mobilité, le foncier, l'habitat, etc., de comment on peut réorganiser et restructurer les choses. Valérie Jousson, donc relativement rapidement, puisque nous arrivons quasiment au terme de cette table ronde. Ce que dit Marc est intéressant, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une résurgence des mémoires, parce que finalement, l'ère de la modernité, c'est l'ère du capitalisme. C'est elle qui a détruit ces communs, cette durabilité. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les membres que nous sommes à cette assemblée-là, il y a 50 ans, c'est les gens qui étaient à notre place qui ont construit, en fait, le paysage et les politiques qui nous posent problème aujourd'hui. En fait, dans l'ère de la modernité, on voit le monde comme une usine à produire. Donc l'homme moderne, il doit produire. Donc on a fait des zones de production, des zones industrielles, des zones d'activité. Il doit consommer, donc on a fait des zones commerciales. Il doit se distraire, donc on a fait des zones de loisirs, des zones de tourisme, et puis il doit se loger, je ne parle pas d'habiter, mais se loger, donc on a fait des zones résidentielles. Et tout ça, ça a fonctionné que par la courroie de distribution que représentait la voiture et la mobilité individuelle. Donc on est vraiment dans une construction, le paysage qu'on a construit, c'est une construction culturelle. On a mis un siècle à la construire, on ne va pas y apporter réponse en 2 ans, en 3 ans. C'est vraiment un changement d'état d'esprit
Et je pense que c'est important aussi qu'on en prenne la responsabilité, à la fois politique, universitaire, d'architecte, etc. Et de ne pas jeter la pierre en fait, à celui qui prend sa voiture pour aller travailler le matin. Ich finde es ganz schrecklich, dass wir jetzt nur noch so wenig Zeit haben. C'est vraiment regrettable que nous n'ayons pas plus de temps parce que c'est vraiment intéressant et j'aurais bien aimé poser la question de savoir comment les villes vont s'adapter au changement climatique ainsi que les villes diffusent. Alors, qui a le privilège de prononcer le mot de clôture? De Sophie Roy qui était très pessimiste. On a vu des perspectives qui sont plus inquiétantes. Donc la conclusion qu'on pourrait peut-être demander à l'ensemble de nos intervenants, c'est dans le cadre de ces perspectives qui sont plus que sombres, comment chacun de votre point de vue, en tant qu'homme politique, en tant qu'architecte, en tant que spécialiste de la ville, comment est-ce que vous envisagez le futur, au sens comment est-ce qu'on donne espoir finalement, comment est-ce qu'on donne envie de futur aux habitants, aux personnes autour de nous, chacun de votre point de vue. Et peut-être se réduire à 3 phrases, vielleicht sich auf 3 Sätze beschränken. Ich kann versuchen, einen Anfang zu machen. Also Je pourrais peut-être commencer de prendre la parole le premier et je vais essayer d'appliquer les 3 phrases sur les 3 grands thèmes des 3 journées du Congrès. Tout ce que nous produisons, tous les matériaux que nous employons doivent avoir un bilan de CO2, un bilan carbone relativement faible. Je pense que quand on parle de rénovation ou de réutilisation de bâtiments, ça donne un bon exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde la ville de Saarbrück, je vois que les grandes surfaces sont vides au centre-ville. Et ça, c'est un potentiel pour l'avenir. Sans qu'on passe à la démolition, on peut avoir une réutilisation en tant que bâtiment du public, par exemple, ou aussi autre. Et quand je regarde l'aspect du changement climatique, je vois que c'est un grand sujet, mais moi, je pense que la ville doit changer sa mobilité. J'aimerais bien avoir un Saarbrück sans cette autoroute périphérique avec des espaces verts le long de la Sarre. Ça, c'est ce que j'aimerais avoir. Ce n'était pas 3 phrases, mais 3 points, mais c'était très bien. Peut-être 3 phrases, Monsieur le ministre. L'État doit investir davantage aussi dans des concepts de mobilité que dans les approches de bailleurs, de coopératives pour la construction. Pour revenir à ce problème de propriété, il faudrait être plus durable dans l'agriculture et dans l'alimentation. Et il faut essayer de faire comprendre à la population où il y a des leurres. Et il ne faut pas avoir peur que les gens se sentent lésés et heurtés. Et je ne veux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est ma devise. Vous suivez ça. Pour vous, à vous les trois phrases. Valérie. Ah, pardon, excusez-moi. Alors moi je pense que, moi je dirais qu'il faut sortir de l'idée de l'homme-dieu, de l'individu Dieu tout-puissant pour que nous nous replacions de façon beaucoup plus modeste dans le cadre de la nature. Je dirais que le deuxième point, il faut complètement changer les codes comptables. Je pense que je serai encore plus radicale que Marc. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on songe à une abolition de l'hubris capitaliste. Et puis, je dirais que le troisième aspect, c'est qu'il faut aller chercher la simplicité, debout les mémoires et puis debout les marges pour inventer toute autre chose. Super. Marc ? En préalable, juste dire que ce qui me fait tenir dans cette situation que je trouve pour le coup très très compliquée, c'est que je suis enseignant dans une école d'architecture et que donc j'ai en face de moi des jeunes d'une vingtaine d'années. Et ça donne de l'énergie. La deuxième chose, je vais plutôt faire une citation que j'aime beaucoup, Marius Yourcenar, que vous connaissez peut-être, une grande auteure française, qui a écrit les mémoires d'Adrien avec un H, qui est donc un empereur romain, et elle lui fait dire « Construire, c'est collaborer avec la terre, c'est retrouver sous les pierres le secret des sources. » Et je pense que tout est dit. Construire, c'est collaborer avec la terre,
et quelque part retrouver sous les pierres le secret des sources et à se dire que le patrimoine, c'est-à-dire finalement ce que les gens ont construit avant l'énergie facile et pas chère qu'a représenté le pétrole, était une matérialisation d'une intelligence incroyable des gens par rapport à la compréhension du lieu. Et que si on est capable de retrouver cette intelligence et de la réinitialiser, on sera sauvé. Merci. Et donc, Monsieur Reichel, vous avez le tout dernier mot. Alors maintenant, je peux dire ce que je veux. Hein. Regardez, tout est lié à des mentalités et un état ponctuel. Et maintenant, nous discutons du secteur du bâtiment. Et le bâtiment est incontournable quand on parle de l'impact du carbone et quand on pense au changement climatique. Mais il y a un point qui me fait réfléchir. Nous sommes confrontés à des problèmes gigantesques et nous n'avons pas des moyens politiques pour relever ces défis. Le changement climatique, par exemple, et l'impact sur les mouvements migratoires, par exemple. Là, nous avons très, très peu de possibilités d'influence. Mais quand je regarde les périodes d'action dans les démocraties, je vois que c'est très court. Vous voulez être réélu et vous devez vous représenter à des intervaux de 4 à 5 ans et face aux grands défis, ce sont des intervaux qui sont absolument trop courts pour apporter des solutions à nos problématiques. Et pour revenir à la discussion actuelle, peu importe si c'est la CDU ou la SPD qui rentre en coalition avec les deux autres partis, les deux disent qu'il faudrait penser cette nouvelle coalition, ce nouveau génération sur 2 périodes électorales, donc de 8 ans. Et il faut sortir de ce cercle vicieux qu'on travaille pendant 2 ans et après on rentre dans cette phase bilan et on essaye de bien paraître pour être réélu. Donc ça, c'est un vrai problème à mon avis. Mais maintenant, j'aimerais bien revenir sur l'habitat bâti et qu'est-ce que nous pourrons changer. Il faut tenir compte des besoins écologiques et c'est à nous de façonner les nouveaux lieux de travail, les zones d'activité, etc. Et quand on regarde les parcs d'activité le long de l'autoroute, je ne sais pas si on a impliqué des architectes lors de la construction de ces bâtiments. C'est sûrement pas été créé avec la coopération d'un urbaniste. C'est moche, hein, c'est vraiment moche, ce n'est pas nécessaire. Nous avons permis pendant des années que ces bâtiments pullulent et je vois ça dans tous les pays européens. Et nous avons admis ça et je pense que c'est notre devoir de le changer. Ça, c'est un phénomène anthropogène et ça peut être résolu par nous en tant qu'hommes. Deuxième point, nous allons remodeler la relation entre les villes et les campagnes. Et je pense que le rôle de la campagne sera valorisé davantage. Ça ne sera pas juste un espace pour tous ceux qui ne veulent plus vivre dans la ville. Ça sera un espace propre à soi avec ses propres qualités. Et voilà pourquoi je pense que l'approche que vous avez présentée était juste. Et troisièmement, je souhaiterais que nous allons impliquer un maximum de personnes dans le grand débat sociétal et que nous allons appliquer le principe d'honnêteté dans ce débat. Ça, c'est mon espoir. C'est peut-être un peu naïf, mais je ne veux pas abandonner cet espoir. C'est nous qui avons amené la Terre là où elle se trouve et nous avons les ressources pour l'amener ailleurs où elle doit être. Et voilà pourquoi je ne suis pas pessimiste. Je dis juste que ce sont des défis extraordinaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En conclusion,
J'aimerais bien répéter peut-être une phrase. Nous avons besoin de plus de temps pour être plus rapide et pour accélérer les choses. Merci beaucoup à tous les intervenants et participants à la table ronde. Et maintenant, je passe le microphone à Jens pour la suite de l'événement. Merci beaucoup pour cette discussion intéressante et je voudrais vous permettre de reprendre place, mais avant tout, je voudrais accueillir et présenter le référent pour la biodiversité en Île-de-France. Il s'agit de Gilles Lecuir, qui va nous présenter les possibilités et les thématiques traitées par son agence, et il va nous présenter quelques solutions développées par son agence. Marc. 5 minutes. En moins, ce que tu penses, parce qu'on a très faim. On s'excuse beaucoup pour le retard. Entschuldigen Sie bitte diese Verspätung. Es war einfach zu spannend.